Je remercie en tout cas, monsieur Bonneau de l'invitation. Ravi de pouvoir partager effectivement, d'échanger avec vous, sur ces questions. Merci. Bonjour à tous, Denise Azuto. Je travaille au ministère, de la transition écologique et je suis l'adjointe à la chef, du bureau du pilotage, du plan national de formation. Donc, notre service se situe au sein de la DRH, du ministère et a pour mission de, piloter, coordonner, l'ensemble de, l'offre de formation, du pôle ministériel. On a un rôle donc de plus, stratégique les priorités, les objectifs, de formation, au niveau ministériel en lien avec, le niveau, le cadre interministériel et un rôle aussi de suivi, d'évaluation de ce qui se met en place en lien avec, le cadre et les objectifs. Un rôle surtout, beaucoup de coordination parce qu'on a un contexte, pour l'offre de formation à Unitec qui est multi-acteurs et qui nécessite du coup, pas mal de coordination. Heu, voilà. Merci pour ces présentations. Désolé, j'étais pris par des aspects techniques. On a convenu ensemble de 3 temps dans la présentation d'un quart d'heure chacun à peu près et vous laisser un temps dans l'interaction pour suivre, sauf s'il y a des questions qui se posent et qui font sens, je dirais, dans l'articulation. La première est plutôt liée à vos enjeux respectifs de la formation interne. Ensuite, bah, c'est quels sont vos défis aujourd'hui que vous avez à gérer et c'est pas une bonne idée dans l'organisation, mais de mettre ça sur le verso. Hem, de voir aussi les évolutions vers quoi vous tendez, à l'avenir, quels sont, les leviers, sur lesquels, vous travaillez actuellement, pour vous inscrire dans un développement, plutôt durable et pérenne. Voilà. On va passer à la première question. Qui veut commencer peut-être, Lisa? Lisa, est-ce que la formation interne, comment elle est organisée au ministère de la Transition écologique? Comme je le disais, c'est un contexte, multi-acteurs. Nous avons une offre de développement qui est très vaste avec, 25, domaines qui sont couverts, à la fois des domaines, plus, techniques et métiers et des domaines avec, des actions, des formations, sur des sujets, transverses. Et donc on a, aussi, forcément, on s'appuie, sur un réseau, pluralité, d'acteurs qui interviennent dans la mise en place, de déploiement de cette, offre de formation. Heu, donc pluralité d'acteurs qui, doivent s'articuler, pour arriver, à déployer des formations à mesure de répondre à des besoins en compétences, besoins de développement de compétences et de formation, assez variés. Donc, heu, en fait, on a, le ministère, il est constitué d'une, pluralité d'études de services, qui se situent au niveau, central, services déconcentrés et aussi, d'un tout le réseau des établissements, incisifs, sous tutelle, du ministère. Ce qui fait aussi un public potentiel comme notre système de formation très large. Au global, vous êtes très nombreux. Très nombreux. Vous êtes, 35 000, sur l'organisation, c'est ça? C'est ça, 35 000, donc c'est un public très vaste. Sur ces 35 000, chaque année, on en forme, environ un peu plus que la moitié. Ou plus, chaque année. Ah oui, pardon. Donc un peu plus que la moitié, d'agents qui sont formés, chaque année. Donc ça fait, beaucoup de modules, de sessions de formation, déployés chaque année, sur des domaines, qui sont très, très variés et donc avec aussi, une logique de fonctionnement qui est un peu enfin je ne sais pas si c'est particulier, mais nous en tout cas on n'a pas un budget, formation unique, géré par un acteur, unique. Mais, le déploiement de notre offre de formation repose, sur la logique, des programmes, budgétaires. Donc ce qui fait que, chaque direction, métier ou transverse, déploie ses formations enfin déploie, définit, ses priorités spécifiques, métiers de formation et déploie aussi une offre de formation dans son propre domaine. Et donc on a,
une multitude d'acteurs qui peuvent intervenir pour déployer des formations, définir des orientations différentes et qui intervient pour la mise en œuvre concrète, s'appuie sur un réseau d'opérateurs de formateurs, à la fois formation initiale avec tout le réseau des écoles du ministère et continue avec le Centre ministériel de valorisation des ressources humaines, le CMRH, qui compte 12 entités réparties sur tout le territoire. On se représente bien, c'est combien le réseau de formateurs internes, c'est combien de personnes? Alors, le réseau de formateurs internes, c'est notre pivot central pour le déploiement de notre offre de formation parce qu'on réalise 80% des formations via les formateurs internes et 20% avec le recours à des prestataires. Ils sont 1500 aujourd'hui. Ah, bah, ça, 500 formateurs internes. Ouais. Exactement, 1500 aujourd'hui. Et ils déploient que les formations avec les formateurs internes, 5500 journées de formation par an. Donc, ils interviennent en fait dans tous les domaines techniques transverses. Ils ont en moyenne 3,5 jours de formation par an chacun. Pas beaucoup, mais le vivier en soi, il est très large. Et c'est vraiment le bio de notre système de formation. Merci pour cette première présentation. Au CNRS, est-ce que tes organisations est comparable, différente? Mmh. Bah, ça fait les différents. Mhm. Mais elles se retrouvent effectivement avec de oui, voilà. Donc elles se retrouvent effectivement sur un certain nombre de points. Néanmoins, nous sommes une unité de recherche. On travaille et on co-construit donc une offre de formation avec plus de 250 formations qui sont au catalogue en collaboration avec différents laboratoires. C'est-à-dire que notre modèle économique repose véritablement sur une co-construction de contenus de formation dédiés plutôt à différentes thématiques portées par les laboratoires. Par exemple, on en a une quinzaine en fait d'axes et c'est là qu'excellent comportement aussi. Donc une quinzaine d'axes autour de l'instrumentation physique, de la chimie, on a 2, biologie, 3 avec ses différentes variantes. On a aussi des formations autour de l'intelligence artificielle, le génie le logiciel, et cetera. Donc, un certain nombre aussi autour de la qualité, environnement, territoire, et puis certaines thématiques un petit peu plus transversales autour des neurosciences et des systèmes et performances des entreprises. Sachant que notre structure donc repose essentiellement sur un modèle économique qui reverse jusqu'à 80% des revenus de la formation au laboratoire. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec un chercheur qui va construire, proposer une formation, il va pouvoir affecter en fait les revenus de la formation à sa ligne budgétaire pour pouvoir financer soit sa recherche, soit acheter un équipement, et cetera. Voilà, voire même recruter des personnes, des stagiaires, et cetera, dans le cadre de son travail et de recherche. Nous sommes une unité qui sommes rattachés plutôt à la DGDI. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu peut-être la structure du CNRS, mais nous sommes organisés autour de 3 directions, donc direction des ressources humaines et des finances, la direction des instituts et avec les fils responsabilités de la Schule et puis la direction plutôt déléguée à l'innovation. Donc, et cette direction-là qui était jusqu'à très récemment sous la responsabilité de Jean-Luc Moulet, qui est parti au gouvernement, avant d'être remplacé par Medigmar. Et donc, Medigmar qui, lui, était responsable du CNRS Innovation. Pourquoi je parle de ça? Parce que nous sommes rattachés véritablement à cette DGDI et c'est dans le cadre plutôt de la mission du transfert des connaissances, donc des savoirs et des savoir-faire vers le monde industriel, vers le monde, on va dire, socio-économique en général, puisque nous formons autant le privé que le public. Donc nos agents aussi du CNRS se forment auprès de nous, mais nous sommes plutôt une unité qui s'est positionnée en complémentarité de l'unité porteuse, on va dire, du catalogue de formation interne du CNRS, à savoir l'IFSAN, si vous la connaissez, qui porte aussi un certain nombre de formations, voilà, avec certains laboratoires. Donc, si je comprends bien, il y a un double modèle chez vous. C'est-à-dire Tout à fait. qu'à la fois, il y a un modèle qui est plutôt tourné vers l'extérieur, mais qui s'appuie quand même sur les ressources internes.
et un modèle vraiment orienté vers la table. Tout à fait. Donc ça, c'est plutôt interne. C'est la transformation entreprise, c'est plutôt interne et externe, puisque nous formons l'essentiel aussi de nos agents du CNRS sur des formations, on va dire, extrêmement pointues et qui ne sont pas portées par les actions nationales de formation de l'INSEE. On verra peut-être dans la partie défi, dans le deuxième point, s'il y a des spécificités à ces deux réseaux ou s'il y a des évolutions à accompagner. Exactement. Merci. José, pour le réseau des greffiers, alors, vous Oui. êtes organisé comment? Alors nous, on a cette particularité qu'on est une école, l'école nationale des greffes, donc on n'a qu'une seule école en Vous n'êtes France. pas très loin d'ici? Oui, c'est ça, rue boulevard de la Marne. Donc on forme en fait, bon, elle a été créée en 1974, donc ça fait, on a fêté 50 ans, l'année dernière. On forme, eh bien, des, personnels, on forme des personnels à, exercer les métiers, qu'on va retrouver, dans les juridictions, dans les services administratifs régionaux, donc greffier, directeur de greffe, greffière, directrice de greffe et donc c'est vrai qu'on a, cette particularité, donc on est la seule école, en France à former, les, futurs, personnels, de greffe et donc on a, des, promotions, qui, arrivent, régulièrement, alors on en reparlera dans les contraintes, dans les prochaines questions, qui nous seront, soumises. On a, des promotions qui arrivent à des, périodes, différentes, de volumétrie différentes, donc ça c'est aussi, particulier et puis on a donc la formation, donc à la fois initiale, hein, de ces personnels qui ont réussi, par la voie d'accès, concours et cetera, examen, à devenir, greffier ou directeur de greffe et puis on a la formation continue également, avec des personnes qui viennent à l'école pour, se perfectionner, pour, une prise de poste, voilà, pour ce genre de situation. Est-ce qu'on peut donner des ordres de grandeur, le nombre de formateurs internes Alors on est, nous à l'école, c'est vrai qu'on a, des permanents, on a des formateurs permanents et on s'appuie aussi sur un vivier de formateurs occasionnels. Alors les formateurs occasionnels, je n'aurai pas le nombre, il y en a beaucoup parce que c'est tous les greffiers ou les directeurs, directrices de greffe qui sont, dans la France et qui se sont, engagés dans cette démarche-là. Les formateurs permanents à l'école, on est 36, sur l'équipe, pédagogique, donc des directeurs ou des greffiers qui donc sont, à demeure, je dirais, à l'école et qui, forment donc tout au long de l'année, les personnes, les stagiaires qui, passent donc, entre les murs de l'école et qui viennent, donc apprendre le métier. Voilà, on a des voilà, on peut, sur les promotions de greffiers, on peut avoir, 4 promotions, de 300-350 personnes. Donc voilà, on peut avoir sur l'année, énormément de stagiaires qui viennent se former en formation, initiale, voilà. En continu, j'ai pas les chiffres, mais on est sur beaucoup de personnes, ouais. Merci pour cette présentation. Xavier, peut-être une réaction à chaud sur les 3 présentations. Est-ce que ça correspond au type de structure que Naobi, accompagne? Oui, alors, on accompagne pour moitié à peu près des organisations, dans le secteur public, l'autre moitié dans le privé. Donc, je ferai des petites comparaisons, hein, dans les questions qui viendront après, parce qu'il y a vraiment des spécificités, je pense, dans le secteur, public. Mais effectivement, hein, vous présentez bien, je pense, ce qu'on retrouve, dans, bah, l'écosystème, globalement de la formation. Peut-être une tendance comme ça qu'on observe de manière générale ces dernières années, c'est, de plus en enfin, une évolution vers effectivement l'internalisation à tous les niveaux, hein, dans la formation. Pour des raisons de coût, pour Alors pas d'autres que, raisons? je pense que sans doute une des motivations au départ, c'est le coût, mais après on se rend compte que sans doute on est plus près des métiers, on peut être plus réactif, il y a moyen quand on est, de la maison, ça a ses avantages et ses inconvénients, hein. Parfois, on pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et que des experts externes, voilà, vont apporter la mode parole. Mais, il y a aussi, à contrario, un effet de confiance, de proximité. On parle la même langue, on partage la même culture, vous connaissez, vos apprenants, sur le terrain. Et quand il s'agit, par exemple, de monter quelque chose de très rapide et on le voit, la société évolue de plus en plus vite au niveau des méthodes, des technos, des métiers et cetera. Mais vous êtes en mesure d'être beaucoup plus réactif plutôt que d'expliquer à un prestataire externe ce qu'il faudrait faire, de le mettre en place directement. Donc il y a avantages et inconvénients et l'aspect financier n'est pas toujours le levier principal et surtout une fois que, comme vous, hein, vous avez, une culture de l'apprentissage en interne, de la formation en interne, on se rend compte de plus en plus quelque part qu'on peut s'appuyer sur le réseau, sur ces leviers-là et ça devient finalement une part,
complète de la culture de l'organisation. Bah, je tiens à vous féliciter tous les 4 parce qu'on tient le timing, un quart d'heure pile, donc c'est parfait. Ça veut dire qu'on avait bien conçu les choses. Merci pour ce premier retour d'expérience. On va passer au deuxième sujet, à moins que vous vouliez poser des questions dès maintenant. Vous me dites, le quart d'heure, on peut le distribuer comme vous souhaitez. On va peut-être attendre le troisième temps. D'accord, très bien. Si on passe maintenant au défi, organiser la formation interne, c'est pas toujours simple, hein, c'est pas évident. Quels sont, vos défis actuels en termes d'organisation? C'est quoi les sujets que vous travaillez avec le loup? Lisa? On va garder le même ordre? Très bien. Très bien. Donc, en fait, plusieurs défis aujourd'hui auxquels on doit faire face actuellement à partir du contexte de la section budgétaire, notamment, qui va rendre très compliqué le déploiement d'une offre de formation à la hauteur qu'on souhaiterait. En quoi ça rend compliqué les choses? Parce que ça coûte pas, ça réduit nos marges. On était habitués à fonctionner avec, comme je le disais tout à l'heure, avec pas une logique de budget formation, mais en fait, on piochait sur les programmes budgétaires des différentes directions de notre ministère. Donc, en gros, on avait pas énormément de contraintes, de limites. Et là, aujourd'hui, restriction budgétaire, forcément, ça va devenir de plus en plus Parce que si je comprends bien, vous rétribuez en partie vos formateurs internes, c'est ça? Il y a... Oui, oui. oui. Non, c'est un modèle qui n'existe pas chez nous. Ah oui, Oui. Je peux tiens à préciser. oui, oui, tout à fait, effectivement. En fait, il peut y avoir rémunération ou pas selon les cas. Mais en fait, les formateurs en SDAV qui intervient avec une autorisation hiérarchique pour exercer une activité accessoire de formation, ils rentrent dans un cadre qui est très réglementé au niveau. Il y a un décret interministériel défini pour tous les fonctionnaires de l'État le cadre de rémunération s'ils rentrent dans cette spécifique. Sinon, s'ils n'ont pas d'autorisation hiérarchique, les agents, ils peuvent quand même contribuer, mais dans ce cas-là, ils font soit pas rémunérés, soit rémunérés, mais pas dans le cadre de cette. Mais oui, pour la plupart des cas, ils sont rémunérés. Donc, effectivement, il y a un impact budgétaire, donc ça complique l'organisation. L'organisation, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres leviers pour activer la formation, au-delà de l'aspect financier? Oui, 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 bien sûr. En fait, on met en place une stratégie un peu large de mobilisation des formateurs internes. Parce que, comme je le disais avant, c'est vraiment notre pivot. Et on a une problématique majeure qui concerne notre organisation de la formation interne sur ces dernières années. C'est qu'on constate en fait, une fragilisation des viviers. Donc, on en a beaucoup, 500 de formateurs internes, mais en réalité, les services nous indiquent qu'ils ont de plus en plus de difficultés à les mobiliser Sur la durée. sur la durée pour exercer, pour intervenir animer les formations. Et il y a un problème, en fait, il y a deux phénomènes euh, en lien avec ce qu'on observe, une dynamique plus structurelle dû au fait que voilà, l'organisation est complexe, multi-acteurs et donc voilà, on a du mal à suivre un peu ce qui se passe au niveau de chaque direction. Et après, il y a vraiment une question plus voilà, en lien avec la le contexte actuel. C'est-à-dire les agents ont de plus en plus des emplois du temps surchargés et ont du mal du coup, à concilier l'activité de formation avec l'activité principale. Et idem, les services ont plus du mal à laisser partir. Vous disiez tout à l'heure, Oui. tout à l'heure, c'est 3 jours et demi à peu près 3 jours et demi Oui, par an. d'intervention. L'intervention, ça diminue, ça Ça diminue. diminue, d'accord. C'était 5 jours à 5 ans. Et on avait un vivier de 2100 formateurs il y a 5 ans. Mm. Baisse de 30%
des formateurs. Et voilà, donc ce qui est très problématique parce que, en fait, on sait qu'en réalité, il y a toutes les compétences, au niveau technique et l'expertise qu'il faudrait, qu'il y a pas un manque de vocation parce que c'est une activité qui suscite beaucoup d'intérêt auprès, des agents. Mais n'empêche, on a de plus en plus, du mal à les mobiliser. Bon, on a bien compris le défi sur lequel, donc contexte budgétaire contraint, parce que c'est un peu valable un peu partout. Ça, on va le retrouver et puis une question de mobilisation au-delà de l'aspect financier, sur la durée. Sur la durée, oui. Et on reviendra sur la troisième partie, peut-être sur les éléments de réponse que Oui. sur lesquels vous travaillez. Merci. Au SNRS, autre contexte peut-être? Même situation à traiter? Je veux dire que nous n'avons pas forcément un souci d'indemnité d'enseignement puisque nous indemnisons effectivement les intervenants. On va plutôt parler d'un pool d'autre côté de 600 personnes, dont 200 responsables scientifiques. Alors peut-être que je vais juste m'attendre un petit peu là-dessus. Le responsable scientifique est un responsable effectivement pédagogique et aussi scientifique de la formation qui va coordonner l'ensemble de l'équipe pédagogique qui portera une formation. Sachant que pour un certain nombre de formations, on pourrait solliciter jusqu'à une quinzaine d'intervenants pour une formation qui ne durerait pas au-delà de 5 jours. Voilà. Donc, les intervenants sont sollicités en fonction de leurs expertises dans la formation, donc dans ce qui est exigé dans le programme. Nous, notre plus grand défi, en réalité, c'est plutôt la disponibilité des chercheurs, sachant que nos intervenants sont d'abord des chercheurs, ils ne sont pas forcément des formateurs. Le second, ce serait plutôt leur formation en tant que formateur, puisque beaucoup, effectivement, sont des chercheurs. Ils vont former en interne des pairs, mais ils n'ont pas forcément cette fibre pédagogique, on va dire, ni une maîtrise de mondragologie, qu'elle soit digitale, présentielle ou en blended, c'est encore autre chose. Voilà, donc c'est plutôt donc si je reviens encore une fois à la question, donc au premier défi pour la disponibilité de ces chercheurs. Effectivement, tous les chercheurs vont d'abord prioriser leurs recherches au dépens des formations, ce qui est normal. Sachant que, nous offrons quand même une offre de formation assez variée, c'est-à-dire, qui repose essentiellement sur 3 types de formations, les interentreprises, l'intra-entreprise et le sur-mesure. Et c'est particulièrement sur l'intra-entreprise et le sur-mesure que nous avons des difficultés effectivement à réunir nos équipes pédagogiques, puisque sur l'inter-entreprise, c'est des formations qui sont planifiées, souvent 6 à 8 mois, avant la date, de la formation. Néanmoins, pour, l'intra-entreprise, elle vient plutôt au fur et à mesure on va dire de la popularisation ou tout simplement de la notoriété d'une formation, par exemple. L'année dernière, on en a eu une sur le prompt engineering qui a été jouée 7 fois l'an parce qu'elle a été très, On voilà, répond à un marché, tout à fait. une demande. Que ce soit des demandes internes d'ailleurs, donc de certains laboratoires du CNRS ou des laboratoires universitaires, etc., soit des services autres, voire des collectivités territoriales ou tout simplement des industriels qui nous sollicitent pour cette formation-là. Donc elle a été jouée 7 fois, mais c'est rarement le cas de l'ensemble de nos formations. Certaines, elles ne sont planifiées qu'une seule fois, compte tenu de la disponibilité de l'équipe pédagogique sur cette partie-là. Donc, de plus en plus, nous sommes sollicités davantage par des industriels pour monter des projets de formation qui, seraient un petit peu le point de départ d'une collaboration future avec le laboratoire. Donc ce sont plutôt des services R&D qui nous sollicitent sur les thématiques extrêmement pointues, souvent confidentielles, dans le cadre de leurs recherches. Et donc là, effectivement, nous arrivons un petit peu à la limite de notre modèle puisque, bon, malgré, on va dire, les points positifs, de notre modèle économique qui permet effectivement le reversement des revenus au laboratoire, plus l'indemnisation des participants, cela reste assez, limité. Ouais, ça crée pas les conditions suffisantes en tout cas pour, Tout à fait. donc si je résume, donc vous avez un enjeu de formation à la pédagogie, d'acteurs qui sont plutôt issus du contexte scientifique et dont c'est pas le métier initial
Et donc, vous avez créé une offre assez récemment, je crois, sur Tout à cet fait. aspect, Mmh. l'année dernière. Tout à fait. Et effectivement, jusque-là, ce qu'il y avait, sachant que nous sommes une unité qui existe depuis une quarantaine d'années et depuis à peu près une dizaine d'années, l'ancienne direction avait construit un programme de formation qui tournait autour de 2 journées de formation sur la pédagogie en général, la scénarisation, le parcours de formation, etc. Mais aussi sensibilisation, on va dire, aux questions d'animation d'une formation. Et donc, dans ce cadre-là, l'ancienne direction avait proposé une formation plutôt en présentiel. Très vite, on en a vu aussi les limites, puisque la dernière session qui avait été jouée en 2023, il n'y avait que 6 personnes participant à cette formation sur 600 personnes. C'est vraiment très, très peu. C'est pas forcément ressenti comme un besoin par les Tout à parties fait, prenantes, ouais. tout à fait. Et puis surtout le modèle en fait de fixer effectivement 2 journées, sur l'année sur des Ouais, problématiques ouais. pour un certain nombre de chercheurs. Donc là, on a monté plutôt un programme dont le budget vient d'être, approuvé compte tenu des restrictions budgétaires justement. Mais on l'avait préparé l'année dernière en concertation avec un grand nombre de formateurs, qu'on a sondés pour pouvoir planifier plutôt un programme modulaire, avec chaque module axé sur une partie de la formation. C'est-à-dire soit un module par exemple, focus, rédaction des objectifs d'EDA, un autre module sur l'analyse des besoins du client, un troisième module sur la scénarisation, sur l'IA dans la formation, etc. Donc, vraiment de planifier tout un D'avoir un programme panel. très varié qu'on va mettre en place à partir du mois d'octobre. Et donc le deuxième défi que vous avez à résoudre, c'est plutôt sur l'ingénierie, c'est-à-dire comment accompagner pour répondre à des besoins sur mesure. Exactement, ce sont certes des scientifiques et pour certains, et on est vraiment très content et puis surtout pour eux, hein, pour la relation aussi qu'ils mènent avec les 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 clients, les apprenants en général, hein, donc que ce soit le client final ou commanditaire. Souvent nos chercheurs sont, vraiment valorisés et remerciés pour leur pédagogie et cetera. Ils prennent beaucoup de temps, sachant que notre approche repose sur du learning by doing. Donc Mmh. c'est vraiment dans le cadre de l'expérimentation dans le laboratoire. Néanmoins, pour, certains, ils n'ont franchement jamais formé, donc ils sont vraiment preneurs et volontaires pour suivre une formation autour de ces thématiques-là. Merci beaucoup, José, dans le contexte des greffiers. Oui, je m'y retrouve un Vos petit peu hein, défis. sur les défis liés au budget, la disponibilité. Nous, alors il faut bien se rendre compte qu'on a, quand on est école nationale, il faut qu'on puisse être en capacité de former tout le monde. Ça, si c'est des formations sur site, ben, ça engage des frais de déplacement pour les personnels qui veulent venir sur Dijon pour se former. Donc là aussi, voilà, côté budgétaire, comment on fait? On forme aussi des personnes qui ont, pas toutes, les mêmes besoins, les mêmes perspectives, les mêmes expériences. On a des personnels qui sont, ultramarins aussi, donc comment on forme, ces personnels? Quand est-ce qu'on le fait? Comment on organise la formation à distance? Est-ce qu'on les fait venir? Et cetera. Donc là, il y a effectivement tous ces défis-là, à relever. On a également, c'est vrai qu'on s'engage, nous, on réfléchit en tout cas à des formations, dites, flash, hein, donc un peu plus, réduites, à distance pour répondre, à ces besoins, ces nouveaux besoins. Et puis, pour les formateurs, faire venir, un vivier, de formateurs, en interne. Eh bien, c'est aussi, je disais sur la disponibilité, c'est aussi, eh bien, les supérieurs, en juridiction, hein, qui, laissent, eh bien, les formateurs libres de se déplacer à l'école pour venir et former. Ça peut être des formations, d'1 jour, 2 jours, 3 jours, un peu plus. Donc, ça veut dire qu'ils sont absents du greffe. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont absents, pour, assister, aux audiences, pour, faire tout le travail de greffe. Donc voilà, c'est des défis, qu'on a, voilà, pas évident. Quand nous, ici en interne, sur les 35-36, permanents, on est à l'école, quand on peut répondre aux besoins, voilà, on le fait, il y a pas de souci. Mais on fait beaucoup appel, aux formateurs internes occasionnels. On forme pas que sur la procédure, hein, procédure pénale, procédure civile, très bien, mais on a aussi, des directeurs. Donc on a, toute la partie, management,
donc gestion, encadrement, enfin, voilà, donc c'est des choses auxquelles on n'était pas toujours en mesure de répondre et là, on fait appel Vous à notre basculez à ce visier. moment-là, oui, Voilà, donc voilà, sur l'externe, voilà. pour le coup. Ou des partenaires peut-être, hein? Oui, oui, bah, là, voilà, on va revenir sur la question du budget, partenaire, donc prestataire extérieur, On va voilà, revenir sur le troisième point, sur voilà. la façon de dépasser ces difficultés. Merci, en tout cas, puis ça nous permet de rattraper le temps en plus, c'est parfait. Xavier, est-ce que c'est typique des situations que tu rencontres parmi tes clients? Et puis, peut-être quels conseils tu leur donnes, dans leur accompagnement que tu leur proposes? Ouais. D'abord effectivement, hein, c'est des problématiques, qu'on rencontre, j'ai beaucoup entendu parler de budget et peut-être, un petit point, puis j'ai une dizaine de points, donc j'en choisis 2 après, sur lesquels je vais développer les défis qu'on rencontre. Mais, une petite différence entre le privé et le public, hein, donc, en termes de budget. En fait, tout le monde est contraint aujourd'hui par les budgets, de manière globale. Mais j'observe vraiment depuis des années une forte différence, c'est que dans le public, ben, on investit de l'argent public et donc il y a une notion effectivement importante de qu'est-ce que je fais d'un euro que j'investis ici. Dans le privé, on peut avoir l'impression qu'il y a parfois plus de moyens, mais c'est assez différent parce que c'est des gros moyens parfois qui sont déployés sur des projets, mais à mes yeux parfois un peu plus feu de paille. Alors que dans le secteur public, on a plus je rencontre plus souvent des personnes qui sont créatives, et qui, avec moins de budget, en fait, font plus et surtout sur un autre temps, un temps long. Souvent, dans le public, on est sur des durées plus longues et si on parle d'innovation pédagogique, par exemple, c'est un peu paradoxal parce que de l'extérieur, on peut avoir l'impression que des grandes banques vont faire de l'innovation Mmh. en s'achetant un super serious game à 200 000 euros. En fait, j'observe beaucoup plus d'innovation pédagogique dans le secteur public parce qu'il y a des personnes qui vont quelque part s'emparer de sujets et qui vont développer beaucoup d'ingéniosité, de créativité sur des temps longs avec des budgets beaucoup plus réduits. En fait, plus d'innovation pédagogique au final. C'est une petite parenthèse, voilà, sur le budget. Mais C'est très pas utile. toujours c'est pas toujours enfin, c'est toujours un problème quelque part, mais c'est pas, on minore pas spécialement quand il y a moins de budget. Des fois, on est plus créatif, plus innovant et on est sur des temps plus longs. On investit de l'argent pour une durée plus longue. Euh, Trois petits points comme ça, mais je ne vais pas les développer. Mais ce que j'observe beaucoup chez nos clients, c'est qu'en fait, il y a un grand défi, hein, qu'on rencontre aujourd'hui, c'est comment on va former aujourd'hui dans un monde VUCA, hein, vous voyez ce que c'est? Donc le monde change de plus en plus vite au niveau des technologies, au niveau de nos publics, de nos participants, comment on capte l'attention. Comment on navigue dans l'incertitude? Exactement, comment on navigue avec effectivement un monde qui change tout le temps. L'IA aujourd'hui, vous allez avoir des ateliers. Si on veut les suivre, le nombre d'applications qui sortent, c'est insuivable pour un humain. Lesquelles je vais garder? Mes participants sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. On est dans les TikTok où on va défiler. Comment nous, en tant que formateurs, on va capter l'attention? Donc en fait, on a d'énormes défis et ça, toutes les organisations aujourd'hui les rencontrent. Et pour moi, ça, c'est vraiment un défi majeur. C'est comment, on va aller sur les solutions après. Donc, je résiste, j'y vais pas. Non, on les garde, On les garde, on les garde. Une deuxième émergence qu'on voit très fort aujourd'hui dans beaucoup d'organisations, c'est le concept d'entreprise apprenante. Et ça, c'est pas qu'une mode pour moi, c'est vraiment un mouvement de fond. Entreprise ou organisation pour le coup, Organisation, exactement. ouais. Organisation apprenante, tout à fait. Et c'est quelque chose qui me passionne et sur auquel je crois beaucoup. C'est en gros l'idée de se dire comment on va remettre nos participants au centre du jeu, comment on va faire en sorte de détecter des expertises en interne qui vont pouvoir produire des contenus. Moi, en tant que formateur interne, comment est-ce que je vais pouvoir m'appuyer sur de l'expertise que je vois au sein de mes groupes? Comment on va favoriser le partage de la connaissance, le partage entre pairs? Comment on va on va mettre en place une culture de l'apprentissage? Il y a plein de petits leviers simples à mettre en place qui peuvent aller dans ce sens-là, avec peut-être un leitmotiv, c'est comment je vais donner envie d'apprendre à tout le monde, tout au long de la vie, tout le temps, et pas qu'en salle de formation. Et là, en tant que formateur occasionnel, vous avez un super, enfin, vous êtes les ambassadeurs en fait de ça, de cette stratégie. Donc voilà. Et puis le dernier, vous allez en parler beaucoup, mais l'IA. Et donc l'IA, en deux mots, ben oui, ça peut faire peur, ça va très vite, mais si je devais aller en résumé, en spoilant ce que je pense de l'IA, ça ne nous remplacera pas les formateurs. Par contre, ça va nous aider dans toute une série de choses périphériques, l'émargement, créer des quiz, etc. Récolter des informations, les synthétiser, etc. Et donc, l'idée, c'est plutôt, si j'en ai un seul message, c'est allez-y pour vous l'approprier doucement, apprivoisez-le et faites-en un allié. Et en fait, simplement, vous allez gagner du temps pour passer ce temps sur là où vous êtes bon et vous êtes indispensable, c'est-à-dire un humain en contact avec d'autres humains. Vous aurez plus de temps pour ça.
Voilà, vision peut-être un peu idyllique, mais en tout cas, je pense que c'est la seule à suivre si on ne veut pas sombrer dans, des choses beaucoup plus sombres, au niveau de l'IA. Ça aussi, on se merci, hein. Ça aussi, on se la garde en réserve, mais ça, c'est pour l'atelier tout à l'heure. Merci, non, c'est parfait. On passe au troisième point. On a évoqué les défis. Peut-être maintenant, les solutions sur lesquelles vous travaillez pour résoudre ces défis. Comment vous faites, bon, pas pour vous dépasser les questions souvent, quoi. On peut parler aussi des contraintes budgétaires. Comment on devient plus créatif, plus innovant, plus agile? Comment on professionnalise mieux les formateurs, où on les accompagne sur des durées plus courtes, si j'ai bien compris, qui est un enjeu. Heu, Parmi tous vos défis, comment vous vous organisez aujourd'hui? Sur quoi vous travaillez? Alors, vu que justement on a constaté, hein, cette, fragilisation, hein, de nos viviers, nous avons mis en place on a élaboré une stratégie de mobilisation des formateurs internes avec un plan d'action associé, et donc on a beaucoup de leviers qu'on met en place, aujourd'hui et qui s'articulent au 3 de 4 axes qui sont les défis, dont on a parlé, hein, jusqu'à présent. Un 1er axe qui est celui de la connaissance, avec un objectif d'améliorer, notre connaissance des viviers. Donc un objectif très clair, c'est de, pouvoir disposer d'une vision, consolidée et exhaustive à l'échelle, de l'ensemble du pôle ministériel de tous nos viviers. Parce que, je vous ai donné, hein, les chiffres sur les stats des, formateurs internes, mais en réalité, vu que le système est un multi-acteurs un peu complexe, c'est pas ça couvre pas la totalité. Il y a beaucoup de formateurs internes qu'on connaît pas, qui nous échappent, qui ne sont pas dans nos statistiques. On en parlait juste avant. Exactement. Et donc, on a vraiment, on est en train de travailler pour construire une base de données, recensée au niveau central, l'administration centrale, heu, Fiabiliser. pérennisée, voilà. Mmh. Mmh. Vision, parce que c'est très important, pour, analyser les dynamiques, anticiper aussi, les évolutions, les problèmes, mettre en place, des réponses, adaptées. Si on n'a pas ça, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Savoir se compter. Mmh. On est toujours en retard et on a des réponses qui ne sont pas très bien, adaptées, ils n'ont pas le bon niveau de finesse. Un deuxième axe, donc cette, là, le levier principal, c'est parce qu'on sait construire une base de données, centrale ou nationale. Deuxième axe, c'est, d'accroître les divides parce que, on constate que le nombre de formateurs baisse. Donc, là, on essaye de vraiment, inverser la tendance constatée sur les dernières années et pour ce faire, on a, plusieurs actions. On essaie d'améliorer, renforcer, nos campagnes de communication avec, des publications fréquentes, structurées, une vraie politique de publication d'articles sur les différents, sites, internet, intranet, du ministère. Mise en place aussi de campagnes de recrutement, gérées à un niveau plus, central et coordonné. Au-delà de la communication, un autre chantier, c'est celui de la simplification des procédures parce qu'on constate qu'il y a aussi, des difficultés d'accès à l'information de la part des agents, sur comment fonctionne le système de la formation, interne et donc on essaie de nous simplifier les procédures et là, on va mettre en place du travail actuellement à mettre en place donc démarches, simplifiées, dématérialisées. Il y a démarches simplifiées sur internet pour les candidatures des agents. Donc comme ça, on aura aussi un temps, une vision de tous les agents qui, se portent candidats et ça va contribuer aussi au premier acte de travail, recensement des agents. Ensuite, on a aussi, la valorisation de l'activité de formation. C'est un élément important pour, remobiliser, De l'attractivité. de l'activité de formateur, remobiliser un peu les vocations, qui sont toujours présentes, mais qui nécessitent d'être un peu, et donc là, bah, on essaie de valoriser cette activité dans le cadre des entretiens professionnels. On donne des instructions, au niveau hiérarchique manager pour que le sujet soit abordé, dans les entretiens et mis en valeur dans les comptes rendus, dans les évaluations. On a commencé à organiser une journée, nationale, de rencontres nationales de tous les formateurs du ministère,
que Volta a suivi l'année dernière, fin novembre. Qui était très inspirant, d'ailleurs. Merci. Et donc on avait déjà des journées de rencontres auparavant. J'étais plus au niveau local par les différents centres de CMRH. Et donc là, c'est vraiment l'idée de créer une communauté, faire rencontrer des adjoints, etc. On rejoint cette notion de communauté apprenante. Ouais. Ensuite, on a aussi un sujet de fiabilisation des formateurs, donc avec un objectif de les fiabiliser, de ne pas les perdre, tant au niveau de leur intérêt pour l'aspect formation, tant au niveau de leurs compétences. Parce que pour animer ou concevoir des formations, il faut des compétences, et si on ne le fait pas pendant une période donnée, on perd cette compétence du gâchis. Donc là, on essaye de, voilà, mettre en place aussi, justement un suivi un peu plus central pour vérifier qu'il y a un bon taux de rotation. On essaye aussi de, éviter une perte de vocation, en réduisant la difficulté d'accès à l'information, savoir comment, et gérer l'activité de formation, quels sont les droits, en gros, des formateurs, comment ça fonctionne, etc. Et donc on met en place, comme il y a beaucoup de textes, réglementaires qui régissent le fonctionnement, la gestion des formateurs internes occasionnels, au ministère, et qui ne sont pas toujours, accessibles pour tous les agents, et y compris pour les gestionnaires. Il fait qu'il y a beaucoup de cas d'application, pas homogène, des règles. Donc on met en place une charte, de gestion des FIO qui rassemble un peu au guide, que vous De avez, la formation incarnée, on le présentera en avant-première mercredi. voilà. Ouais. Voilà, qui résume en fait les Mais c'est vrai qu'on a des problématiques dans nos différents de réseaux qui sont assez proches. Ouais. et voilà, et enfin, un dernier axe qui rejoint ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le développement des compétences, parce qu'on a des agents qui sont certes experts dans leur métier, mais qui ne sont pas experts formateurs, donc qui ont des besoins de développement de compétences en pédagogie. Et donc, on a développé un parcours de professionnalisation des EPO, comme interne occasionnel, pour les accompagner sur tous les sujets. C'est un parcours à la carte, pas obligatoire, avec des ressources, des modules de formation en ligne, e-learning, ou alors en Des présentiel. ressources mentors, ensuite, c'est ça. Beaucoup de, oui, enfin, pas beaucoup, une partie de ressources sur mon temps, justement, pour qu'ils se former sur les sujets pédagogie pour les adultes, ingénierie pédagogique, scénarisation, utilisation des outils numériques beaucoup, et utilisation de Manta aussi pour animer, concevoir et construire des modules de formation. Merci, c'était très complet. Point d'art, au CNRS, comment vous intervenez pour dépasser vos défis? En tout cas, essayer d'y répondre. Mm. Je pense qu'on a un petit peu de latitude quand même, parce que nous avons limité, ça peut chantager au CNRS à un moment, donc comme convenu de formation certifié KYP aussi. On offre une proposition différente comparée à d'autres unités, on va dire, porteuses de formation, etc. Dans ce cadre-là aussi, je reviens peut-être sur le côté économique. Je disais tout à l'heure que le revenu, jusqu'à 80% des revenus de la formation sont reversés au laboratoire, sachant que 20% est prélevé par CNRS Formation Entreprise. Pourquoi? Parce que nous sommes une unité, contrairement à toutes les autres unités du CNMS, qui ne fonctionnent que sur ressources propres. Voilà, donc nous ne bénéficions pas du tout de subventions publiques. Et donc, dans ce cadre-là, forcément, nous avons un petit peu plus de liberté pour la gestion de notre budget concernant la formation de formateurs. Donc au-delà du parcours de formation, que j'évoquais tout à l'heure, donc ce parcours modulaire et cetera, qui serait aussi, donc complété par des webinaires ponctuels autour de thématiques un petit peu d'actualité, que ce soit sur Canopy, donc les exigences Canopy, et cetera, mais aussi la sensibilisation, par exemple, à la formation auprès de personnes en situation de handicap, sont aussi des thématiques qui intéressent, certains de nos chercheurs aussi. Nous avons, pensé en fait d'autres propositions, et également en complémentarité à cela, ce qu'on a appelé les appels à projets. Donc les appels à projets permettent, à une équipe pédagogique, tout simplement responsable scientifique ou un intervenant d'une formation, de, de répondre à un appel, donc à un appel à projet,
Et puis de Sur pouvoir des thématiques prioritaires peut-être? Non? Ou c'est alors, libre? c'est assez libre, Mmh. vraiment. C'est le moment de nous expliquer un petit peu. Donc, ça a été mené, en fait, les années précédentes, dans un cadre assez restreint. Là, depuis 2024, on l'a élargi et nous avons vu qu'il y avait effectivement un retour un peu plus important de la part des intervenants. C'est-à-dire que on a élargi les critères déjà de sélection de ces intervenants et surtout que le projet puisse s'inscrire réellement dans, soit la formation qu'il porte avec nous, c'est-à-dire dans la thématique de formation portée avec nous, soit dans le projet de recherche. C'est-à-dire que si, par exemple, un intervenant souhaite aller se former à l'étranger ou en France, hein, dans un laboratoire pour une thématique, type précise, en complémentarité à son parcours, de carrière, eh bien, nous lui offrons, par exemple, la possibilité de l'accompagner et dans ce cadre-là, payer ses frais de déplacement et cetera. S'il s'agit plutôt de l'achat d'un équipement particulier, soit dans l'utilisation précise de la formation, soit dans ses recherches, nous pouvons aussi financer, soit partiellement, soit en totalité, l'achat de cet équipement. Voilà, c'est plutôt dans, cette optique-là que l'appel à projet est pensé. Et puis à côté de cela aussi, nous travaillons, j'ai évoqué tout à l'heure par exemple les sur-mesures sont véritablement des thématiques très, très intéressantes dans le sens où elles s'inscrivent, dans la mission de la DGDI. Et dans ce cadre-là, nous travaillons aussi avec la direction des relations avec les entreprises qui nous permettent de rapprocher des laboratoires avec les industriels. Donc le premier canal par lequel on initie ces partenariats, c'est la formation, ce qui permet par la suite aux laboratoires de mener des projets sur le long terme avec tel ou tel Ça peut être le premier contact qui amène d'autres projets. tout à fait, tout à fait. Voilà, donc c'est plutôt ces 3 pistes-là, on va dire que l'on a mis Que en vous place par explorez. Studio. Mmh. Voilà, tout à fait et puis, on verra pour la suite. Merci en tout cas. José, Oui. quelles solutions vous essayez de mettre en place? Nous, à notre niveau, on essaie de mettre en place, une véritable communauté. C'est pas évident, parce que, voilà, on a des personnes qui, viennent pas, tous les jours à l'école, on a des formateurs qui sont occasionnellement, ici, donc c'est pas évident. Mais voilà, on a cette, volonté de créer une communauté. Alors ça peut être une communauté, concrètement, sur une plateforme, dédiée. Alors, Osmose, je ne sais pas si ça te parle. Bon, on essaye, voilà, en tout cas à travers, un outil numérique, mais on essaye aussi à travers une formation spécifique qu'on a mise en place, en 2023 avec, un collègue que vous verrez, à l'atelier, en Dragon Quest, une formation spécifique pour les formateurs internes occasionnels, qui dure, 9 jours. Alors 4 jours et 1 jour de retour d'expérience, distanciel. Donc on essaye comme ça de créer du lien, de faire en sorte, bah, que ça fasse des petits, hein, parce qu'après, on a des personnes qui reviennent en juridiction: «Bah, tiens, voilà, j'ai fait cette formation, ça peut t'intéresser, voilà ce que j'y ai appris», et cetera. Donc voilà, créer une communauté, mettre en place un programme dédié, donc en plusieurs, sessions, sur l'année, pour se revoir et pour expérimenter, des pratiques. Moi, je suis plus sur les outils numériques, mais voilà, donner, des astuces, donner des outils qu'on peut utiliser en formation pour amener du ludique, pour, Partager les bonnes dynamiser, voilà, pratiques. partager bonnes pratiques. Donc ça c'est vraiment, ce qu'on essaye de mettre en place et puis, encourager, voilà, l'innovation aussi. On a nous, au sein d'École nationale des greffes, recruté récemment des conseillers pédagogiques. Donc on a aussi, cet apport. On a un pôle innovation et formation numérique qui, nous accompagne également. Donc on a voilà voilà, on a des pistes en tout cas qui, nous permettent, d'engager les formateurs internes et voilà. Juste une petite question, mais par curiosité, ce pôle d'innovation numérique, il est géré au niveau de la DSI? Non, il est au sein de l'école, alors D'accord. voilà, il vient, en complément de l'équipe pédagogique, hein, et il nous apporte, voilà, il nous D'accord. accompagne sur des projets pour des projets pédagogiques, mais il est au sein de l'école. Il est Au sein de sous l'école. le chapeau, C'est ça, de la de la la formation. direction de l'école Saint-Louis. OK, d'accord. Très bien, merci. Xavier, parmi, toutes ces solutions, est-ce que ça fait partie, des choses sur lesquelles vous intervenez? Oui et par rapport à ces défis, effectivement, je les rejoins et donc je pense que beaucoup d'organisations, bah, mettent ça en place aujourd'hui
et ça reste des défis, hein, donc même, les pistes de solutions que vous proposez là, je pense que c'est un chemin, Oui, on sent bien qu'il n'y a pas de voilà. solution clé en main, hein. Non, c'est ça, il y a pas de baguette magique qui va tout résoudre. Par contre, effectivement, c'est toutes des choses à mettre en place. Je voulais peut-être appuyer sur, un petit point. Bah, déjà, ce que vous faites ici, hein, toutes les organisations ne le font pas, et ce que vous avez décrit aussi, c'est-à-dire d'animer vraiment une communauté de formateurs, internes. C'est pas juste un listing, Excel, c'est une communauté de personnes qui, effectivement, peuvent échanger, apprendre les unes des autres, et cetera. Je rentrerai pas dans le débat sur, est-ce que la rémunération, oui, non, mais j'ai mon petit avis quand même. J'entends ici que c'est pas votre cas et donc sans doute que votre levier est ailleurs et alors j'ai un jugement, mais donc je veux le dire, ça faut le rembarrer direct, mais c'est que du coup, dans les organisations où effectivement le levier n'est pas financier, on a peut-être une autre culture que parfois, des personnes dont ça peut être un des éléments et pour certains même parfois un élément important. Donc ici, vous êtes exempt de tout risque là-dessus. Vous êtes là pour d'autres leviers et donc voilà, de l'extérieur, je veux juste dire que je peux observer parfois des différences, sans émettre trop de jugement. Donc bravo, ici et partout ailleurs aussi. De toute façon, je suis sur un terrain glissant, je vais m'arrêter là et donc De toute façon, l'enregistrement a planté, ça va. donc tout va bien. Donc, oubliez ce que j'ai dit, mais je le pense quand même. Heu, bien sûr, non, non, on est d'accord, c'est symbolique souvent, effectivement. Voilà et donc, mais je sais parce que c'est un vrai débat dans beaucoup d'organisations et c'est un débat important et il a le mérite d'exister, hein. Je veux juste donc, balayer mon avis d'un revers de la main si ça ne rentre pas dans voilà. C'est très bien, Heu ça m'évitera de le faire. Ouais, Exactement merci. et donc peut-être un élément important, dans les pistes comme ça que je vois, mais c'est ce que vous allez faire ici, hein, donc une des thématiques, de vos 3 jours ici, c'est la posture, donc ça paraît un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment la clé, hein. Donc aujourd'hui, les postures pour justement répondre à ce monde VUCA, on doit changer de posture. Ici, il y a une petite estrade, on est assis, on est avec des micros et en fait, quelque part, vous, dans vos formations, il faut éviter ce modèle. Il faut être au milieu des participants. Ici, on n'est pas en formation, on va dire, hein, c'est une exception, Ça va, c'est tout va bien. deuxième terrain glissant, attention. Et donc, du coup, voilà, on change de posture, on est au milieu, on devient des animateurs, des animatrices, des facilitatrices. Vous allez jouer à un jeu tout à l'heure, voilà. Donc, ça, c'est vraiment c'est exactement ça qu'il faut faire. Et donc, toutes les organisations ne mettent pas en place ça. Ce que vous vivez dans ces 3 jours, je veux juste le souligner aussi, c'est important. Autre chose, comme piste à mettre en place, hein, que je vois, je vais même pas dire qu'on propose à nos clients parce que elles le font naturellement, mais il faut vraiment l'appuyer. Hem, les temps de formation changent, hein. On se rend compte que si on est sur, des générations TikTok où on a scrollé pendant 1 heure et puis on ne sait plus ce qu'on a, vu, on serait incapable de raconter même 3 TikTok qu'on a vus. C'est mon cas, hein, donc c'est effrayant quand on sort de là. Comment est-ce que en tant qu'apprenant, que le formateur en face de moi peut capter mon attention? C'est extrêmement difficile et donc pour ça, il faut adapter les formats de formation. Vous disiez tout à l'heure 2 jours et cetera, c'est de plus en plus difficile. J'entendais le mot flash formation, c'est d'excellentes pratiques. Il faut vraiment aller vers là. C'est parfois douloureux pour nous en tant que formateurs parce qu'on a du vrai contenu à donner. Ça, il faut vraiment 2 jours, on en est sûr et c'est vrai, on ne le nie pas. Mais aujourd'hui, on consomme, c'est un gros mot, hein, on consomme l'information différemment et donc comment est-ce que je peux, sans tomber dans le TikTok, mais tendre, m'ouvrir un peu à d'autres formats. Alors très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être 2 jours pourraient devenir un jour, peut-être que le contenu que j'avais dans ma moitié, je peux le donner un petit peu avant sous forme de micro-learning, de petites choses, une petite vidéo ressource à regarder et cetera et puis ensuite, je peux faire de la réactivation après, continuer à entretenir. En fait, mon temps de formation, finalement, n'est pas de 2 jours, mais de 1 jour plus des petits bouts avant, des petits bouts après et peut-être que 100 de ce que moi j'estime important dans ma formation peut passer. Donc je ne suis pas obligé de faire un sacrifice sur le contenu et le bénéfice, c'est qu'en fait, en termes de mémorisation et ça les neurosciences nous le disent, on a intérêt à faire de la répétition espacée dans le temps. Ça marche mieux que de tout condenser en un seul bout. Donc peut-être que ce format-là, même pédagogiquement, est intéressant. Beaucoup d'entreprises, c'est pas nouveau, ça fait déjà quelques années qu'on est là-dedans, mais je veux vraiment appuyer. Pour moi, c'est une piste à poursuivre. Donc, je ne veux pas dire ça évidemment à quelqu'un qui est dans l'innovation pédagogique, hein, dont c'est le métier, mais je voulais juste Et l'appuyer comme une bonne, l'innovation n'a de sens que si elle est partagée. exactement et on est là pour ça, donc allons-y. Alors, j'espère ne pas dépasser, mais j'avais encore un petit point, garder l'attention, hein, donc quelques pistes comme ça pour garder l'attention. Heu,
c'est de découper les contenus en plus petits grains. Donc ça, les neurosciences nous le disent aussi. Quand j'ai, par exemple, une séquence de 45 minutes avec des PowerPoint, est-ce que je peux faire 3 séquences de 15 minutes et entre les deux, faire une micro-activité qui va briser? Donc toutes des choses, en fait, qui ne sont pas spontanément naturelles quand je suis expert de mon contenu, mais qui fonctionnent. La science nous le dit. Varier les modalités, hein, donc simplement des fois inverser des choses, mettre une petite vidéo entre les deux, faire voilà, donc le cerveau simplement a besoin de se réactiver toutes les X minutes. Alors les études ne sont pas toutes d'accord sur le nombre de minutes, donc je ne les dis pas, mais parfois on dit 10, 15, 30, voilà. Mais on le sent bien, hein, si vous avez des enfants, vous accompagnez des enfants, il y a un moment, ça ne sert à rien d'appuyer, il faut qu'ils passent à autre chose, et puis on revient, ça fonctionne. Nous, adultes, en fait, on est plus poli et plus cadré, mais en fait, on fonctionne de la même manière. Et alors aussi, on parlait de TikTok, des réseaux sociaux, la télé-réalité, etc. On est à l'ère du storytelling, on adore les histoires et donc les bons formateurs le font déjà spontanément. Ils racontent des anecdotes, etc. Mais c'est un autre moyen de recapter l'attention. On parle sans doute à une autre partie de nous, de notre cerveau. Et voilà, en emballant ce qu'on dit, je raconte, j'ai un fil rouge, un fil vert, je dis d'où on vient, où on va, je raconte une anecdote. Le storytelling, c'est pas des grandes choses, c'est des petits éléments qui vont faire appel à plus un peu de l'affect. Et là, de nouveau, les sciences nous disent, les sciences cognitives nous disent qu'en fait, ça aide simplement à la mémorisation dès qu'il y a un petit aspect émotionnel dedans. Voilà quelques pistes comme ça. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce temps de partage qui était très, très riche. Peut-être passer au temps des questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai une au cas où. Mais je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps. Oui, ou peut-être dire ouais. J'avais une question justement pour entrer sur ce sujet-là, sur la rémunération des formateurs. C'est à la fois naïf, pour être bien sûr de comprendre et en même temps intéressé. Dans le sens par curiosité, enfin, je me demandais est-ce qu'effectivement, en arrivant, j'avais plutôt le point de vue, une raie, enfin, tu faire partie des missions, de partage et cetera. Et là, comme on a différentes organisations, alors j'entends qu'il y a différents cas. Alors, ça m'a fait penser au, du côté du ministère. Du coup, est-ce que vous considérez que c'est hors mission? Par exemple, ça me paraît plus clair dans le cas du TNRS, où là, c'est peut-être une prestation par les entreprises. Est-ce qu'en interne, du coup, les formateurs sont aussi rémunérés? Voilà, c'est quoi vos modèles? Et plus, pas, c'est pas tant sur les montants ou quoi, mais plus le rapport aux missions finalement et aux postes occupés par le personnel. Juste avant les réponses, je disais en introduction, il n'y a pas de prescription dans ce qu'on a évoqué dans les sujets. L'idée, c'est de montrer la diversité des écosystèmes. Pour nous, chez nous, c'est assez simple en fait, le critère discriminant justement pour que l'activité de formation ne fasse pas partie des missions de l'agent. Donc en gros, on regarde si cette activité est présente ou pas dans la fiche de poste descriptive du poste de l'agent. Pour faire très simple, c'est ça le critère. Évidemment, si on considère que, ça rentre dans ses missions, l'agent ne sera pas rémunéré pour les activités de formation, qu'il dispense. En revanche, voilà, si ça fait pas partie de ses missions, clairement identifiées, il sera rémunéré, mais il y a quand même un nombre de jours qui est limité. Donc actuellement, on s'oriente vers 15 jours maxi par an, mais c'est un plafond. On a vu qu'en moyenne, en réalité, c'est beaucoup. On est à 25 jours de formation en moyenne par an par agent. Voilà, donc c'est un critère assez simple. Il faut que ça soit vraiment une activité accessoire de formation qui n'est pas identifiée, au niveau des missions, de l'agence. Ça ressort de ses missions, habituelles et au niveau des taux de rémunération, c'est encadré. Il y a un décret, qui définit ça. En fait, ça varie entre, hem, 15 et 25 € de l'heure, selon que ça soit une formation au niveau, 1, sensibilisation ou de l'approfondissement. Plus une indemnisation qu'une rémunération. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et juste pour donner un ordre de grandeur, sur le réseau de la formation interne, on est en moyenne à 21 heures. Donc, on est encore moins, on est en dessous de votre CES. Juste oui, pour rebondir, mais nous, c'est quelque chose que nous avons vécu.
avant, alors quand le texte, alors ça n'existait pas, ceux qui vont appliquer, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une époque où on avait des formateurs qui sont des résidents, enfin, qui forment en informatique en région. Donc, il faut imaginer sur les cours d'appel, on a un formateur, je sais pas, informatique INSEE. Quand on avait besoin de lui, ben voilà, il venait, il était rémunéré, pas de souci. Et maintenant, on lui dit, voilà, comme ça fait partie des fonctions de former sur l'informatique, eh bien, d'un coup, d'une année sur l'autre, on a eu zéro, plus de formateurs qui voulaient venir à l'ELG pour former. Donc, c'est un vrai problème qu'on a vécu, nous et nous. Quentin, Moi, je n'interviens pas, voilà. merci d'avoir Donc, de notre côté, je pense sincèrement que notre particularité, c'est plutôt notre flexibilité vis-à-vis de ce que souhaite faire le responsable scientifique dans le cadre de cette formation. Je m'explique. Sur les 147 laboratoires avec lesquels nous portons des formations, un seul, donc c'est une UAR, une unité d'appui à la recherche, qui ne souhaite pas indemniser son équipe pédagogique. Pourquoi? Parce que dans le cadre effectivement des missions de ces intervenants, la mission de la formation est bien identifiée en tant qu'action ou activité, on va dire, principale dans la fiche de poste des personnes concernées. D'accord? Outre cela, toutes les UMR, les UPR et les autres UAR, en revanche, je parlais de souplesse, c'est-à-dire je laisse véritablement, et ça a toujours été un petit peu la ligne de la direction dont j'ai continué, je laisse véritablement la décision finale au responsable scientifique. C'est-à-dire dans le cadre de l'accord de partenariat que nous signons avec lui, soit il estime qu'il souhaite tout simplement récupérer ses revenus de la formation pour pouvoir financer uniquement sa recherche, et donc dans ce cas-là, il ne prend pas d'indemnité d'enseignement, soit il souhaite plutôt indemniser les intervenants. Et dans la majorité des cas, tout le monde souhaite indemniser à minima partiellement les interventions de leurs intervenants. Là, je vais être très transparente aussi pour la grille parce qu'elle est publique, hein, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Nous indemnisons, et je parle bien d'indemnité, non pas de rémunération, parce que nos intervenants ne bénéficient pas du chômage. C'est un petit peu une particularité en fait, des indemnités de rémunération pour pas des RH. Néanmoins, on les indemnise à hauteur de 45 € de l'heure pour les TDTP, 60 € de l'heure pour les cours disons intermédiaires, et puis 145 € de l'heure pour les cours dits à niveau avancé. Voilà. sur un barème universitaire. Tout à fait. Un universitaire, c'est celui aussi qui est attribué au CNRS, qui est BUM. Voilà, donc c'est très variable. Sachant que cette souplesse aussi va tout simplement enfin, s'applique également sur une même formation. C'est-à-dire que si une formation est jouée, par exemple, 2 fois à un an, et bien la première session, si en discussion avec le responsable scientifique, il souhaite tout simplement indemniser ces intervenants, on les indemnise. En revanche, si sur la seconde session, il souhaite plutôt récupérer l'ensemble des revenus pour le laboratoire, il a aussi la possibilité de le faire. Donc, voilà, c'est ce qui est un petit peu ce qui permet un petit peu d'être flexible vis-à-vis des besoins des besoins financiers du laboratoire. Merci. Puis je rappelle ce que disait Lisa également, que l'aspect financier ne suffisait pas à mobiliser un réseau, à mobiliser autour de la formation interne. Ça pouvait être un élément, mais n'est pas peut-être pas suffisant. Ouais, exactement, il y a plein d'autres motifs d'engagement. D'autres questions? On a encore 5-10 minutes, hein. Moi, j'ai une question autour de ce que tu évoquais comme étant l'idéal type de la pédagogie, effectivement validée par la science, les sciences cognitives, etc., et la réalité de terrain. C'est-à-dire que est-ce que des enseignants, chercheurs, bon, c'est pas le métier de BAT, comment on fait le grand écart entre les deux? Est-ce que ça, c'est des situations que toi, que tu vois? Comment on peut gérer, accompagner les personnes dont c'est pas le métier?
Je dirais, il y a évidemment la formation, hein, donc ça, c'est effectivement la base. C'est ce que vous allez faire là pendant 2 jours, c'est continuer la formation continue, tout au long de la vie et même pour des formateurs dont c'est le métier à temps plein, simplement on va parler de Calliope, ça fait partie des critères de Calliope. Tous les formateurs dont c'est le métier à temps plein doivent se former tout au long de la vie, doivent pouvoir le démontrer. Donc c'est la même chose pour des communautés de formateurs, occasionnels, de formateurs internes, c'est sûr. Un levier par contre qui fonctionne bien, je trouve, pour des personnes pour qui c'est plus difficile, hein. Donc, pour moi, j'ai une image dans toutes les organisations, il y a un peu la courbe de Gauss comme ça, des personnes pour qui et par rapport à ta question, hein, donc est-ce que voilà, mes compétences à développer, ben, il y a des personnes qui vont le faire spontanément. Elles sont à l'aise avec, la pédagogie, ça les intéresse, même avec le numérique et cetera. Il y a des personnes, à contrario, ben, le la pose du milieu, ben, c'est en fait, je suis ouvert, je suis curieux, mais il faut voilà, donc si on me propose quelque chose, je vais y aller et cetera. Et puis il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué, simplement parce que les modèles qu'elles ont toujours connus, leur style de personnalité, l'environnement culturel de l'organisation dans laquelle elles sont, du département, bah, fait que je n'ai pas eu ces modèles-là de, par exemple, pédagogie plus active et cetera, et pour qui c'est plus compliqué. Pour moi, la clé pour embarquer tout le monde, c'est pas spécialement de s'occuper des personnes, qui vont être dans la résistance, pour qui c'est compliqué et cetera. Elles sont déjà pour certaines, c'est vraiment compliqué. Il peut même y avoir une forme de souffrance, hein, dans des évaluations pour injustes, et cetera, par rapport à tout l'effort que je donne, et cetera. Mais l'idée pour moi, le meilleur vecteur, c'est vraiment par les pairs. Donc, partage entre pairs, dans la bienveillance, forcer personne et que chacun soit convaincu, d'aller vers des méthodes plus, on va dire plus adaptées à ce qu'on vit aujourd'hui avec le public et cetera, avec les outils, parce que ça vient de l'intérieur, parce que je le vois chez des collègues et pas spécialement chez un formateur externe qui lui, ben, c'est gentil, mais il est pas en contact avec nos publics, avec nos réalités, avec nos contenus. J'ai 192 slides à donner en 6 heures et je ne peux pas faire moins. Donc j'ai des contraintes que ces formateurs externes ne connaissent pas. Donc vraiment, pour moi, si j'avais une clé, c'est vraiment l'expérimentation entre pairs et puis de profiter quand je suis en difficulté en tant que formateur par rapport à des choses où je sens bien que je dois changer, bah, c'est de m'associer avec mes pairs en petits groupes à deux trois. On fait une répétition, tiens, qu'est-ce que tu as fait dans ce cas-là, etc. Donc j'ai l'impression que c'est comme ça vraiment qu'une culture bascule. Voilà. Et quand je vois le programme ici, ben, vous êtes à fond là-dedans. Et je pense que juste vous avez de la chance de pouvoir bénéficier de ça et profitez-en et continuer après, effectivement, entre les sessions annuelles, ben, à continuer à réseauter. Vous pourrez, j'ai vu qu'il y avait des repas, il y avait des trucs, vous faites des liens et continuer même à distance, c'est possible et ça fonctionne. S'il y avait une clé, c'est celle-là. Très bien, merci. Peut-être une dernière question, mais ça me paraît pas mal pour un vol de conclusion. Mais effectivement, c'est exactement ce que je souhaite faire. Voilà. Ben, il nous reste à vous remercier, je pense, pour vos interventions respectives qui étaient très riches et très inspirantes. Merci à vous.